GDIZ le 21 juillet 2022. Mon travail consiste à marquer l'emplacement des boutons sur les polos. C'est une joie pour moi de me faire former dans ce centre dédié au métier du textile. Non, c'est ma première insertion professionnelle. C'est de ne pas se décourager, dire que non, il n'y a pas de travail dans le pays. C'est vrai qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est une bonne initiative de travailler ici et je les encourage à venir ici. À l'égard du président de la République, je lui dirai merci beaucoup parce qu'il a donné l'opportunité à plusieurs jeunes de travailler ici et je sais bien qu'il va encore continuer dans plusieurs autres secteurs. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une gouvernance soutenue par des réformes. Le Bénin s'est illustré depuis 2016 par cette gouvernance accoucheuse de réformes multisectorielles avec à la clé la bonne gouvernance. Dans ce journal, à suivre l'éditorial de Jérôme Mongo. Les résultats des législatives du 8 janvier confortent le camp présidentiel au Bénin. Les deux partis de la mouvance s'en sortent avec 81 députés selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. L'exécutif s'en réjouit. S'il vous plaît, donnez un peu de votre sang pour sauver des vies. C'est en substance le message du directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Il envisage renforcer davantage la collecte en 2023. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le porte-parole du gouvernement a rencontré la presse sur les questions d'actualité. Le processus d'installation des 109 députés est en cours, mais les démocrates ont formulé des recours devant la Cour constitutionnelle. Le porte-parole du gouvernement a donné son appréciation de la démarche. Suivez. Tous les partis qui ont été aux élections ont centralisé leurs résultats. Vous avez observé que, dans le même temps, les partis du pouvoir qui soutiennent le pouvoir se sont comportés de façon républicaine en laissant aux instances habilitées la latitude de donner les résultats. Maintenant, vous dites qu'un parti a saisi la Cour et demande de mettre les résultats à sa disposition. C'est bien ça? C'est bien ça? La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats et a été jusqu'à donner les voix circonscription par circonscription. Si je suis un parti et que je revendique la victoire, je dirais à la Cour, voici mes chiffres. Moi, j'ai mes chiffres qui montrent que j'ai gagné. Comparé avec les votes. Vous ne dites pas de donner des chiffres. En tout cas, si je suis un parti, c'est ce que je ferais. Si je suis un parti sérieux et je pense que j'ai gagné, j'ai les chiffres, je dis, messieurs de la Cour, moi j'ai gagné les élections. Voici mes chiffres. Dans telle commune, j'ai tel chiffre. Dans tel autre, j'ai tel chiffre. Et à l'arrivée, dans tel arrondissement même. Mais si vous ne faites pas ça, vous comprenez vous-même qu'il peut s'agir en l'espèce d'un recours, je dirais, vexatoire, juste pour entretenir l'illusion auprès de ces militants de ce que la victoire leur a été acquise dans les urnes et qu'elle leur aurait été arrachée. Et ça n'est pas de nature à entretenir la confiance démocratique que nos populations doivent avoir, ni en nos institutions, ni même en l'institution du vote. Et en attendant la réaction de la Cour constitutionnelle, les résultats des élections législatives confortent le gouvernement dans la continuité de ses actions. L'exécutif se réjouit de cette satisfaction. Suivez cet élément. Satisfaction parce que cette majorité confortable va lui permettre de continuer à mettre en œuvre son programme d'action du gouvernement, dont les impacts sur nos populations sont de plus en plus évidents, de plus en plus manifestes, à telle enseigne que les populations elles-mêmes viennent ainsi de signifier au gouvernement qu'elles comprennent de plus en plus sa politique, disent au chef de l'État qu'elles lui font davantage confiance pour continuer à mettre en œuvre sa politique, raison pour laquelle elles n'ont pas entendu bloquer son action en accordant la majorité à une opposition qui pourrait demain décider de remettre en cause
les choix fondamentaux qui ont été faits et qui produisent les résultats que nous observons de plus en plus. Il va sans dire que c'est une approbation, je dirais mieux, c'est une ratification populaire de l'action du gouvernement, des options fondamentales prises par notre pays depuis 2016, parce qu'il m'a semblé avoir entendu avec vous certains acteurs politiques et même certains acteurs de médias, comme s'ils avaient partagé les mêmes éléments de langage, faire de ces élections-là un référendum pour ou contre Patrice Talon. Et je veux préciser ici que Patrice Talon ne s'est même pas impliqué dans la campagne. Pourtant, c'est lui qui était au banc des accusés. Et la population vient de lui faire droit en lui accordant cette majorité éclatante. Donc, c'est une belle ratification de la politique de Patrice Talon à la tête de notre pays, de la politique de son gouvernement, et c'est une marque absolue de confiance. Si nous sommes démocrates et que nous considérons que dans un système démocratique comme le nôtre, la vérité appartient au peuple, parce que le peuple ne se trompe pas, il fait des choix qu'il assume. On respecte le choix du peuple. Et du côté du gouvernement, nous respectons les choix de tous nos concitoyens qui, ce jour-là, ne sont pas allés voter, pour diverses raisons que vous pouvez analyser, que les scientifiques, que les sociologues, les politistes peuvent analyser. Nous respectons le choix des 25%, je dirais 30% globalement de la population qui ont porté leur choix sur les partis d'opposition. Et nous respectons aussi et apprécions les choix des 70 autres pourcents qui ont porté leur choix sur les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Je dis ça parce que, à contrario, il m'a semblé que l'un des partis dans la compétition n'avait de peuple que ses électeurs. S'il reconnaît les localités où il a pu remporter les élections, il considère que le peuple est avec lui. Il est malheureux de constater qu'il ne reconnaît pas et ne respecte pas la grande partie du peuple qui n'a pas voté pour lui parce que son attitude postule que tout le reste du peuple a eu raison ou n'existait même pas parce que vous aurez été juste en reconnaissant là où vous avez gagné, de reconnaître également là où vous avez perdu pour dire c'est le choix de nos concitoyens, nous les respectons, c'est notre attitude à nous. Nous respectons le choix de ceux qui n'ont pas voté pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, comme nous respectons et apprécions le choix de ceux qui ont voté pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Autre actualité ce soir, le dernier Conseil des ministres a réintégré les 305 enseignants radiés pour avoir boycotté une évaluation diagnostique. Selon le porte-parole du gouvernement, les mesures adéquates se prennent déjà pour la finalisation de cette œuvre purement sociale. Wilfrid Léandre Ngwedi revient sur les tenants et aboutissants de cette offre gouvernementale. On le suit. Il est utile de faire observer que la sanction prononcée contre ces 305 compatriotes enseignants de leur État l'a été sur la base des textes qui organisent le fonctionnement de la fonction publique. Et que c'est aussi le sens de l'État qui a conduit le gouvernement il y a 3 ans à prendre cette sanction. Le chef de l'État, c'est un homme, c'est un père de famille en la présente circonstance. Et le père de famille, il peut manier aussi bien le bâton que la carotte. Quand on a sanctionné et qu'on a le sentiment qu'en face, le fautif a pris conscience de sa faute et entreprend de faire amende honorable, le père de famille peut être sensible à cette démarche-là. Et alors même que les acteurs n'ont eu besoin ni de manifester bruyamment, ni de faire des mouvements de grève ou de bander les muscles pour battre le macadam, par exemple, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a accédé à la volonté ou à la demande de ces personnes de se voir réintégrer dans la fonction publique. Le fait que ces personnes réintègrent la fonction publique, c'est à souligner. On a évoqué la dimension sociale dans le compte rendu du Conseil des ministres. La dimension sociale, c'est celle à laquelle le chef de l'État était sensible puisqu'il a dit oui, les personnes étaient sanctionnées. Elles ont fini par comprendre leur faute. Elles ont plaidé et plaidé encore pour que on leur fasse
grâce de la sanction et qu'elles puissent reprendre leurs activités. Et pendant ce temps, j'insiste, vous n'avez pas vu de manifestations violentes, outrageantes dans les réclamations. Donc, le modèle de partenariat social que nous mettons en place, qui postule ce sens de responsabilité, qui montre que sans aller aux extrêmes, on peut discuter, on peut faire bouger les lignes, on peut obtenir gain de cause. C'est ça qu'il convient de mettre en avant. Et c'est l'une des marques de fabrique du gouvernement et du président de la République depuis quelques années. Voyons à présent ce regard sur une gouvernance accoucheuse de réformes multisectorielles des finances publiques à l'agriculture en passant par l'énergie, le numérique, la politique et bien d'autres encore. Aucun secteur n'est à l'abri, depuis 2016, des réformes mues par la volonté d'une gouvernance, d'une bonne gouvernance. Dans l'éditorial à suivre, Jérôme Ongbo et Mohamed Bior nous proposent une analyse de ce management de rigueur. On s'est vu il y a quelques années, si vous vous rappelez très bien, et je vous avais dit que ma première demande était que vous observiez le Bénin. En 2016, le gouvernement lance son programme d'action pour l'horizon 2021. Parmi les 3 piliers, il y a la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. L'un des premiers chantiers auxquels s'est attaqué le président Patrice Talon est la lutte contre la fraude et les actes de corruption. Ainsi, les actes de surfacturation, de détournement de deniers publics, d'atteinte à la sûreté de l'État et autres travers sont fréquemment passés à la loupe de la justice. Les finances publiques sont assainies et rationalisées. Depuis 2016, l'environnement des affaires s'est fortement amélioré avec une ruée d'investisseurs vers le Bénin. La bonne gouvernance, c'est aussi la dépolitisation de l'administration. Désormais, pour une gestion efficace des 77 communes, l'État a mis en place le secrétariat exécutif, bras opérationnel qui répond de toute action de développement. Renforcer la séparation des fonctions politiques, des fonctions techniques, en vue d'améliorer la réduction des comptes et de lutter plus efficacement contre l'impunité. La bonne gouvernance, c'est aussi la gestion par l'exemple. Le cas le plus marquant, c'est la reddition nationale des comptes faite par le président Patrice Talon dans tout le Bénin après son premier quinquennat. Si c'était possible que je prenne un grand pan pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre Merci. Une initiative à haute portée de transformation sociale en passe d'être institutionnalisée. La bonne gouvernance, c'est aussi et surtout les réformes. Pas de secteur d'activité qui ne soit impacté. Il s'agit, pour le bâtisseur des temps modernes, de rompre définitivement ou presque avec les travers qui annihilent les efforts de développement et d'asseoir une dynamique prospective dans le temps qui remette le Bénin sur les rails du développement. Au Bénin désormais, la bonne gouvernance fait le nid à la méritocratie et l'autorité de l'État est restaurée. La transparence des concours organisés désormais en est un exemple. Par la bonne gouvernance, empreinte d'une rigueur caractérisée, les services sociaux de base font la fierté des Béninoises et des Béninois. L'économie, les routes, l'asphaltage, l'énergie, le secteur numérique, les sports, la fonction publique et la gestion de la retraite des agents, les affaires sociales, le microcrédit, l'emploi des jeunes, les nouveaux curricula d'éducation, etc. Au deuxième sommet USA-Afrique, la reconnaissance par Biden de la gouvernance comme gage de développement du continent
vaut son pesant d'or. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais Patrice Talon en avait déjà fait son cheval de bataille. Ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe avec curiosité et admiration fera que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? La mayonnaise a pris. Les fruits tiennent au quotidien la promesse des fleurs. Dernier exemple, le cadeau de Noël offert par le gouvernement aux fonctionnaires du public sur leur salaire. Les effets induits par la bonne gouvernance au Bénin sont multiples et multiformes, même si tout n'est pas encore rose. En comparaison à l'avant 2016, la balance faite indique que Patrice Talon et toute son équipe sont entrés dans l'histoire il y a bien longtemps. Et dans le reste de l'actualité ce soir, au nom du gouvernement, le préfet du Mono a procédé à la remise de dons aux sinistrés des communes qui sont sous sa juridiction. Bienvenue Mélorin, qui avait à ses côtés les autorités communales, a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur les bons réflexes qu'il faut avoir à l'approche de ces phénomènes naturels. Le reportage de Ramatou Lawani et nos compatriotes. À chaque étape de cette tournée de remise de dons aux sinistrés, le préfet du Mono est accueilli par une population très enthousiaste et reconnaissante. Dédéon Bienvenu Mélorin est allé apporter le soutien du gouvernement à ces populations victimes des inondations, les bras chargés de vivres. C'est une opération qui devait être faite déjà en fin décembre, mais parce que nous étions en période électorale, nous l'avons différée pour éviter toute confusion. Je crois que les populations restaient très reconnaissantes et me charge de transmettre leur reconnaissance au gouvernement, de son excellence Patrice Talon, et lui témoigner tout leur soutien pour cette souvenue d'eux, malgré les morosités économiques que nous traversons et malgré tous les chantiers qui nécessitent beaucoup de ressources de cette souvenue d'eux. De Lokossa à Grand Popo, en passant par Atiémé et Komé, d'importants dégâts ont été enregistrés. Faisant d'une pierre deux coups, le préfet du Mono profite de cette remise de dons du gouvernement pour sensibiliser ces populations sur les précautions à prendre à l'avenir. Il nous relève chacun à son niveau de communaliser les efforts pour anticiper sur les affres et les conséquences de cette situation, afin que les mois à venir, nous enregistrons moins de dégâts et surtout que nous traversons cette période avec moins de cris de détresse. Nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon. Aujourd'hui, nos sinistrés ont reçu des vivres et non-vivres. Nous les recevons afin de les distribuer. Nous remercions nos donateurs. Mission accomplie pour le préfet Bienvenu Mélorin et ouf de soulagement pour les populations visitées. Direction le Septentrion, le gouvernement réhabilite la retenue d'eau de Manigri, commune de Basilas. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme national de l'irrigation. La remise de site au groupement d'entreprises chargé des travaux a eu lieu jeudi à Manigri en présence du préfet de la Donga et des autorités communales. Viti Saoré et Michael Noati pour le point. Dans quelques mois, les populations de Manigri vont à nouveau bénéficier des services de cette retenue d'eau en état de dégradation.
L'infrastructure réalisée en 2003 dans le cadre du projet PAFILAV n'a eu qu'une courte durée de vie en raison des défauts techniques lors de la construction. Les gens avaient travaillé, ils devraient dérocter, enlever la roche, niveler le sol pour que lorsque l'eau remplit ici, que le surplus puisse passer par le déversoir. Ce qui n'a pas été le cas et c'est ça qui a provoqué la cession donc, de cette digue-là. Et donc principalement pour ces travaux, ils doivent pouvoir donc dérocter, reprendre un peu les digues-là et remettre le déversoir en place pour que les populations puissent retrouver leur ouvrage. Le gouvernement, à travers le programme national de l'irrigation, repêche la retenue d'eau de Manigri pour sa réhabilitation. CAE Corès est le groupe d'entreprises chargé des travaux. Les travaux seront très bien faits, en respectant toutes les règles de l'art pour que nous ayons un joyau beau qui va durer dans le temps et dans l'espace. Et que ce qui s'est advenu en 2003, un vilain passé lointain qui sera plus d'actualité. La reconstruction va coûter 274 millions. Il y a le projet de sédentarisation des éleveurs. Manigri est retenu comme un site qui va abriter un grand nombre d'éleveurs. Je crois que s'il y a de l'eau ici désormais, nos problèmes liés au conflit entre agriculteurs et éleveurs, on va trouver des solutions. L'aménagement d'un périmètre maraîcher de 5 hectares irrigué fait également partie de la réhabilitation de la retenue d'eau de Manigri. Voyons à présent cette coopération militaire. La France et le Bénin ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Le Bénin a reçu ce vendredi 20 janvier un lot de matériel roulant, du matériel destiné aux troupes positionnées au nord du Bénin. La cérémonie officielle de réception a eu lieu à la place d'armes de l'État-major général des forces armées béninoises. Ghislain Poguet et Igor Ayoslo. 8 véhicules armés de transport de troupes. 8 véhicules de l'avant blindé, VAB, cédés aux forces armées béninoises par les armées françaises. Une session résultat d'une fructueuse coopération entre le Bénin et la France. Nos présidents respectifs se sont entendus. Nous avons la volonté de lutter contre un ennemi commun. Ces véhicules blindés représentent en effet une capacité de combat supplémentaire en permettant des transports de troupes sécurisés et en apportant une capacité mobile de feu adaptés au théâtre d'opération. Des véhicules équipés d'armes d'appui et de moyens de vision nocturne, ces VAB viennent renforcer la mobilité terrestre des troupes déployées avec un niveau de sécurité nécessaire aux opérations sur le terrain. Ces équipements apportent dorénavant aux forces armées béninoises une réponse appropriée et efficace à cette nébuleuse. Les forces armées béninoises n'ont pas la prétention de venir à bout du terrorisme dans une manœuvre isolée. Elles ont conscience de ce que la coopération sous-régionale entre pays aux destinées communes et qui sont aujourd'hui touchés par le terrorisme est nécessaire, mais reste insuffisante pour vaincre l'hydre terroriste. Grâce aux armes embarquées, les troupes auront une meilleure capacité d'appui-feu. Des pilotes et des mécaniciens des armées béninoises sont formés sur les engins qui viennent d'être cédés. Le Bénin, à travers les forces armées béninoises, est sensible à vos efforts à nos côtés depuis le début de cette crise. Ces efforts, faut-il le souligner, vont de la formation du personnel au don de matériel. Ces véhicules d'avant blindés vont accroître la capacité d'emport et de protection de nos personnels pendant les déplacements et surtout au contact. Cette opération de cession vient renforcer les nombreux efforts et les énormes moyens que déploie le gouvernement béninois pour permettre aux armées béninoises de faire face aux incertitudes enregistrées au nord du pays depuis un moment. Et ces consultations médicales du 14 au 19 janvier, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, a organisé une nouvelle édition de ces consultations médicales foraines, une initiative qui permet à l'agence de régler des problèmes pointus de santé publique dans les 36 communes frontaliers du Bénin. Christian Gandio. Silence, ici on répare les yeux. Une équipe de spécialistes assermentés redonne la vue à ces citoyens de Savalou et d'autres communes frontalières. L'acte s'inscrit dans le cadre de l'appui régulier de l'État à travers l'ABJF aux populations frontalières. Nous avons remarqué que dans la plupart des espaces frontaliers, il n'y a pas de centre de santé de qualité. On a des centres de santé, mais souvent c'est des centres de santé de proximité.
Ce qui fait qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas être prises en charge par ces centres de santé-là. On a écouté donc l'appel de nos collègues de la santé qui ont souhaité qu'on vienne appuyer ces espaces-là. C'est dans ce cas que nous avons lancé dans un premier temps, depuis près de 10 ans, ce que nous appelons les consultations médicales foraines. L'initiative est donc couplée cette fois avec la campagne gratuite de dépistage de la cataracte, suivie d'une chirurgie des maladies de cécité curables. En fait, ce que nous faisons aujourd'hui, donner aux populations frontalières le sentiment d'appartenance à notre partie commune. Non seulement on rapproche les soins de la population en venant vers eux, mais on facilite l'accessibilité financière également en rendant ces soins gratuits. En tout, plus de 200 patients ont bénéficié de ces soins oculaires à l'hôpital de zone de Savalou-Banté. Voilà des problèmes pointus de santé publique réglés dans les 36 communes frontalières du Bénin. Ça y est, le processus d'élaboration des plans de développement communaux 4e génération dans le département du Zou est lancé. C'est une nouvelle approche qui gouverne donc désormais la procédure de confection de ces documents boussole. Les différentes parties prenantes au processus ont assisté au coup d'envoi donné par le préfet Firmin Couton à Abomey. Suivez le reportage. L'élaboration des plans de développement communaux est une obligation législative. Le Code de l'administration territoriale en République du Bénin précise dans son article 30 que la commune élabore, adopte et veille à la mise en œuvre des documents de planification de développement. En respect donc des tests de la décentralisation, les communes du Zou ont déjà sacrifié 3 fois à l'élaboration du PDC. Le tout dernier, le PDC3, n'a pas produit tous les résultats escomptés. Une approche mixte intégrée est donc retenue pour l'élaboration du PDC4. Les services techniques des mairies vont réaliser donc des productions avec l'accompagnement des consultants ou facilitateurs. La direction départementale du développement et le service de la planification et de l'aménagement du territoire de la préfecture en assureront la qualité des documents. Cette approche intégrée et harmonisée a reçu un avis favorable de l'autorité de tutelle et c'est le lieu de témoigner toute ma gratitude au préfet du département. Je voudrais une fois encore prendre l'engagement au nom de tous les élus ainsi que de tous les cadres techniques au niveau des mairies pour la conduite scientifique et harmonisée de l'ensemble de ces processus pour un aboutissement heureux du précieux document au niveau des 9 communes du département du Zou pour le bonheur des populations. Les nouveaux PDC en élaboration dans le Zou prennent en compte des thématiques comme les violences basées sur le genre, l'hygiène et l'assainissement, la gestion durable des terres, l'adaptation au changement climatique, l'alimentation et la nutrition ou encore l'emploi des jeunes. Un tour dans nos formations sanitaires. Le sang se fera là-bas dans ces formations sanitaires, mais la demande s'accroît. La situation n'est pas du tout reluisante. Au cours de ce premier mois de l'année 2023, le directeur de l'Agence nationale de transfusion sanguine donne l'alerte. Il sonne l'alerte et invite les Béninois à davantage donner de leur sang pour sauver des vies. Suivons les explications de Oru Bagou Chabi au micro de nos reporters. Nous sommes allés pour collecter 110 000 poches en 2023. Vous voyez que c'est très ambitieux, mais je suis convaincu avec le soutien des donneurs, on pourra vraiment atteindre cette performance. Mais il faut dire que nous avons démarré avec quelques difficultés. Parce que déjà, la première semaine de janvier 2023, on devait collecter au moins 2000 poches. Mais nous n'avons pu collecter que 509 poches. Bon, on s'est dit que certainement c'est à cause de l'ambiance des fêtes. Donc pour la deuxième semaine, nous avons collecté 1059 poches. Donc ça veut dire que ça va. Or, en moyenne, nous devons collecter par semaine au moins 2000 poches pour être vraiment à l'abri.
Et au niveau de la transfusion sanguine, nous sommes à une moyenne de demandes. Parfois, on va jusqu'à 4800, 4900 demandes hebdomadaires. Je voudrais d'abord rassurer tous les donneurs. Et le fait de donner son sang rajeunit l'organisme. Et ça rassure, parce que les différents bilans que nous faisons permettent aux donneurs d'être sûrs que, attention, par rapport à ces antigènes que nous cherchons, par rapport à ces virus, je suis indemne. Et avec les conseils que nous leur donnons, ça leur permet vraiment de préserver vraiment la santé. Donc je voudrais les rassurer et dire une fois encore, toute femme jeune, adulte, lorsque j'ai déjà 18 ans et que je pèse au-delà de 50 kilos, il faut vraiment que je me rende disponible pour venir donner. Mais ce qui est important également, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme arsenal et mis à notre disposition par les autorités ministérielles, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons une poche, avec la seule poche, on peut sauver 4 voire 5 personnes. Et leurs proches ont fait face à une absence d'insuline dans les officines, une situation qui ne dépendait pas du Bénin, mais qui est finalement rentrée dans l'ordre, suivant les précisions du directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, au micro de Jean-Claude James. Avant tout propos, je voudrais déjà dire toutes mes compassions à nos compatriotes souffrant du diabète et qui, depuis quelques semaines, ont été confrontés à cette difficulté d'avoir leurs médicaments sur le territoire national. Et je voudrais dire que c'est une situation globale. Elle n'est pas que liée à notre circuit ici au Bénin. C'est une rupture qui est intervenue au niveau de ceux qui fabriquent, donc les fabricants, et donc ce qui nous a impacté malheureusement depuis un certain temps. Je voudrais vous donner la bonne nouvelle que depuis le début du mois de janvier, nous avons reçu successivement à travers 3 ou 4 grossistes de notre pays des stocks. Donc aujourd'hui, nous avons distribué sur le territoire national environ 3500 boîtes. Nous avons constitué également de petits stocks tampons qui nous permettront donc en cas d'urgence également de réagir de façon prompte et efficace. Nous pouvons vous rassurer qu'aujourd'hui, les diabétiques peuvent être vraiment tranquilles parce que nous avons une quantité quand même qui permet de pouvoir couvrir les besoins. Et en dehors de ça, nous avons d'ici ce week-end ou en début de semaine prochaine un stock d'environ 15 000 boîtes donc qui sera encore livré sur le marché béninois. En principe, les consignes ont été données. Nous avons travaillé à la répartition pour que dans chaque localité, dans chaque région, qu'il y ait le minimum nécessaire pour que les patients n'aient même pas à parcourir de longues distances pour pouvoir avoir accès à l'insuline. La solution radicale définitive, c'est de pouvoir produire sur place, mais vous savez que c'est très complexe. Donc, ce que nous pouvons envisager, c'est vraiment d'anticiper donc sur ces situations-là, d'anticiper sur les tensions au niveau mondial et de constituer des stocks de réserve. C'est déjà de remercier tous les acteurs du secteur de la santé pour toutes les diligences qui ont été faites pour que nous puissions détendre un peu la situation et remercier également les patients, les préposés, les parents pour la patience. Voyons à présent ce phénomène. Le mois de janvier est un mois généralement pas comme les autres, un mois où l'on se souhaite les vœux, mais pas seulement, c'est un mois pécuniairement compliqué. La janviose, plusieurs personnes vivent cette période, que ce soit dans les marchés ou même dans les familles. Quelles explications cachent ce concept et comment y remédier? Voici ce que nous proposent Ézéchiel Jaco, Donatien Falola et Saturdine Obelakou. La préfète, le mois de janvier, une période généralement longue comme le pensent plusieurs personnes. Une période de soudure financière où les entrées sont rares, les sorties aussi. Certains peuvent même la surnommer la janviose. Le constat est fait dans ce marché où nous avons promené nos matériels. La janviose, c'est un mois où il n'y a pas le marché. Si après la fête, il n'y a pas le marché est calme, les gens dorment dedans. Si c'est à cause de la fête, ils ont mal géré l'argent, bien quoi là, ou bien c'est les dépenses pendant la fête qui nous arrivent
qui arrive que le marché est calme, on ne sait pas. Quand les fêtes arrivent, nous faisons assez de chiffres d'affaires. Mais déjà en janvier, après les fêtes, c'est compliqué puisque les gens ont assez dépensé pour les fêtes. Une situation difficile à vivre pour ces dames, mais qu'on peut prémunir. Si je sais que je veux beaucoup consommer en décembre, donc je fais l'effort d'épargner pendant toute l'année durant, puisque je sais à peu près ce que je dépense pendant les périodes de fête. Je sais ça à peu près, avec une marge. La gestion prévisionnelle met en place toujours ce qu'on appelle les imprévus. Ouais. Mais on ne doit pas dépasser en fait ces imprévus. Le dictionnaire Larousse nous enseigne que la janviose est une morosité liée au mois de janvier, une période pécuniairement compliquée après les dépenses des fêtes de fin d'année. Il faut bien faire les prévisions pour éviter de tomber sous le coup de la janviose. Passons à présent le festival des musiques urbaines d'Amnoumabo, FEMUA, en Côte d'Ivoire, qui aura désormais son équivalent au Bénin, le FEGEM, entendez Festival de la jeunesse et de la musique, qui va connaître sa première édition dans quelques jours. Il est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Luc Sertongi Atropo du Bénin et la Fondation Magic System de Côte d'Ivoire. Au cours d'une conférence de presse, le président de la Fondation béninoise donne plus d'explications sur ce projet culturel. Suivons Luc Sertongi Atropo. La Fondation Luc Sertongi Atropo a signé une convention de partenariat avec la Fondation Magic System pour bénéficier de son expérience dans l'organisation du FEMIA. Après plusieurs mois de travaux, les réflexions ont accouché d'un bébé appelé FEGEM, le Festival de la jeunesse et de la musique. Le thème de cette première édition du FEGEM est Entrepreneuriat et employabilité des jeunes. À travers ce thème, le festival servira de tribune de présentation des programmes et politiques d'emploi du gouvernement et de tribune de formation des jeunes. Le FEGEM est annuel et connaîtra une phase décentralisée à chaque édition. La ville de Boycon accueillera la phase décentralisée de cette édition qui aura lieu du 27 au 29 janvier 2023. Le volet culturel qui comprend un concert à Cotonou et un concert à Boycon. La programmation artistique est composée de Magic System de la Côte d'Ivoire, qui se produira en concert live, des Bordeaux de la Côte d'Ivoire, Toufan du Togo, les valeureux et talentueux artistes du Bénin qui sont Zénam, Faniko, Vano, Sessimé, Wendy Mesta, Joe, Limat, Jouvé, Ayodeli, etc. Marquons un arrêt à présent à Porto Novo. Comment vont les préparatifs de la 14e édition de Wemerwe à Djohou? Dans la préfète Marie Atroposo est allée prendre le pouls de la situation. Elle était accompagnée des cadres techniques et des membres du comité d'organisation. Firmin Bassao et Brice Sombo nous font le point. Le niveau du mercure monte au fur et à mesure que la date du 25 janvier approche. Date de démarrage de la fête identitaire des Wemenou. Sur le site devant accueillir les manifestants, l'autorité départementale note des avancées notables. J'ai constaté qu'il y a encore quelques réglages à faire. En ce qui concerne l'eau et les voies de desserte, les voies d'accès sur le site, il y a encore quelques réglages à faire. Mais les instructions ont été déjà données aux directeurs départementaux concernés et tous les acteurs pour faire en sorte que déjà d'ici à lundi, qu'on remarque encore d'autres résultats plus encourageants. Cette fête, qui a désormais un caractère national, voire international, implique 5 communes de la vallée, à savoir Dango, Adjohou, Bonou et les Agégués. Le festival Wemerwe est un grand festival de la vallée et ça draine du monde. Et le comité d'organisation de Wemerwe ne travaille pas sans les autorités du pays. Donc le préfet est venu jouer son rôle d'organisateur de Wemerwe. Wemerwe
laisse toujours des empreintes positives et l'édition de 2023 ne déroge pas à cette tradition. Les manifestations démarrent ce dimanche par une messe d'action de grâce. Oui, mais oui, 2023, rien n'échappera à la préfète Marie Apotroso. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et passe en vous. « 2023, année d'ambition pour la société, Jehova Nissi Petroleum SA. » De façon institutionnelle, c'est de continuer par nous étendre. Et en étendant le réseau de distribution, nous voulons continuer par garder le même niveau de qualité de service, le même niveau ou les mêmes exigences en matière de satisfaction de la clientèle. Et ça, c'est un engagement au quotidien. L'engagement de JNP est d'assurer aux clients la durabilité et la bonne performance au quotidien du moteur de leurs engins à 2, 3 et 4 roues. Ceci passe par le choix du lubrifiant adapté à leur moteur. Pour éviter la tracasserie dans le choix du lubrifiant, JNP crée un service gratuit d'information, le service prescription. Pour profiter de ces services, c'est très simple. Il vous suffira de nous envoyer la photo claire, je précise, de votre carte grise. La carte grise de votre moto ou de votre auto que vous nous envoyez par WhatsApp au 229 66 38 78 35. La photo de cette carte grise, une fois envoyée à JNP, nous permet de vous faire la prescription. Et en vérité, la prescription vous renseigne sur les recommandations du constructeur de votre automobile pour le choix du lubrifiant, le choix de la graisse, le choix de l'huile à frein, le choix de liquide de refroidissement adapté pour le bon fonctionnement de votre moteur. Désormais, pour tous vos besoins, n'hésitez pas, envoyez-nous copie de vos cartes grises sur le 229 66 38 78 35 afin de jouir gratuitement de ce service prescription. Mais pour bénéficier de cette offre, il faut pour les partenaires s'abonner à l'utilisation des lubrifiants de la marque Enoch. Ils sont fabriqués aux Émirats arabes unis et commercialisés par JNP dans ses stations et points de service. Utiliser les lubrifiants Enoch, c'est d'agir au cœur même des organes vitaux de votre moteur, de votre boîte de transmission, du système de freinage de la boîte et du pont. Il répond aux conditions d'utilisation les plus exigeantes de tous les segments de marché, notamment les véhicules légers, les motos à 2 roues, les camions transporteurs, les engins pour les travaux publics, les extractions minières, l'agriculture et la navigation. Donc, dans tous ces domaines d'activité cités, nous avons des lubrifiants adaptés pour vous accompagner par rapport à vos besoins. Les lubrifiants Enoch sont de qualité. Il reste maintenant aux clients à les adopter pour la bonne santé de leur moteur. Nos lubrifiants vous permettent de limiter les frottements, de permettre l'évacuation des impuretés, rallonge la durée de vie de vos moteurs en les préservant de l'usure et de la corrosion, assure l'étanchéité et réduit la température pour plus de rendement. Les lubrifiants Enoch optimisent le coût d'entretien de vos véhicules grâce à l'espacement des vidanges. Et je prends le cas des lubrifiants pour moto où on peut aller de 1000 jusqu'à 2000 km. Ça dépend de l'état de votre moto et de l'usage que vous en faites. Dernier avantage important, le DGA vient de le mentionner, c'est la gratuité de la vidange sur toutes nos stations dotées des baies de vidange juste après l'achat de votre lubrifiant. Qui servirait à M. Joy de se nettoyer. Donc, les lubrifiants Enoch sont composés d'un additif détergent. Quand il est en fonction, il roule. Donc, vous la mettez les deux mains. Donc, le moteur est en train de fonctionner. Parce que le moteur fonctionne, le lubrifiant joue son rôle dans le moteur. Et on voit que grâce au lubrifiant, ça met
se nettoie. Donc le moteur, le lubrifiant dans le moteur nettoie le moteur grâce à son additif détergent. Je voudrais préciser que ce que nous venons de démontrer tout à l'heure, ce n'est pas un lubrifiant particulier qui le fait. C'est une des caractéristiques des lubrifiants inox pour votre moteur. Donc on ne va pas venir dans les boutiques pour dire je veux un lubrifiant pour l'effet détergent. Non. Cette caractéristique-là, l'effet détergent se retrouve dans tous les lubrifiants pour les moteurs, que ce soit 2 roues, 3 roues, etc. JNP est né en mars 2007 avec seulement 3 stations. Aujourd'hui, la société a 115 stations avec une présence effective dans toutes les 77 communes du Bénin.